Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le prince Joachim Murat. Je suis très heureux de lancer ces rencontres impériales en votre présence dans cette très belle ville de Nice. Nous étions hier soir avec tous nos amis de la mairie à la Villa Masséna, villa qui nous est évidemment très chère, vous imaginez bien. Pour nous, les Murats, la Villa Masséna représente énormément. On était, il y a quelques générations de ça, régulièrement avec nos cousins Masséna en vacances à la Villa Masséna. Et pour moi, la ville de Nice, évidemment, représente quelque chose de très particulier, puisque c'est bien sûr le plus bel héritage du Deuxième Empire. C'est ce que nous aura amené Napoléon III en 1860, et c'est absolument somptueux. Alors ces journées impériales rassemblent un casting absolument étincelant. Donc nous avons au générique cette année, vous avez énormément de chance, puisque vous avez par ordre alphabétique Gérard Haraud, Jean-Paul Bled, David Chantrane, qui est également directeur du patrimoine des villes impériales et notamment de Rueil-Malmaison. Nous avons Arthur Chevalier, éditeur, auteur, historien, François Choiseul, historien, Alexandre Gourdon, historien, Xavier Bauduit, qu'on ne présente pas, qui est un grand spécialiste lui aussi du Deuxième Empire, que vous voyez régulièrement sur Arte sur 28 minutes et sur France Culture, Maxime Michelet, qui est également président qui en plus d'avoir écrit, à titre personnel, c'est mon livre préféré sur le Deuxième Empire, c'est sur Napoléon III, c'est celui de Maxime Michelet, mais c'est très personnel comme vision. Et il est également président des Amis de Napoléon III, et bien sûr, Emmanuel Papot, vice-présidente des Amis de Napoléon III. Alors, autant d'experts, d'historiens et de spécialistes dont je vais immédiatement s'aborder le travail, puisque je vais vous révéler tout de suite la conclusion de ces journées de Napoléon III. Il fait beau, profitons de la mer, donc je vais immédiatement vous dire quelle va être la conclusion de ces journées de Napoléon III. Oui, Napoléon III a bien été le plus grand chef d'État que la France ait connu depuis Clovis jusqu'à Emmanuel Macron. Il n'y a aucun doute là-dessus, et j'inclus bien sûr Napoléon Ier. L'héritage de Napoléon III, on va le voir dans le détail grâce à tous ces spécialistes, c'est absolument incroyable, c'est parfaitement étincelant. Napoléon Ier nous avait livré le Code civil et les fameuses masses de granit qui ont rayonné dans le monde entier, dans 70 pays, mais Napoléon III lance bien sûr la modernité, vous connaissez l'urbanisme, la ville de Nice, on est un témoignage flagrant, mais c'est la plus grande période de prospérité économique de toute l'histoire de France, c'est la création de l'inspection du travail, c'est la création de l'assurance maladie, des caisses de retraite, enfin... Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de tout ce qu'a fait Napoléon III, mais rappelez-vous que sous Napoléon III, et là ça va tous nous parler, l'augmentation en moyenne des salaires a été de 47%. Donc on en est très très loin aujourd'hui, ça ne nous aura pas échappé. Bien sûr, à nouveau, le plus bel héritage de Napoléon III, c'est le traité de Turin qui ajoute Nice et la Savoie à la France. Il est le seul chef d'État français qui a eu une vision constructive du rapport avec l'Algérie. Depuis, ça n'a fait que se dégrader, grâce à cette amitié extraordinaire qu'il avait avec Abdelkader. C'est une chose qui serait bon de rappeler. Régulièrement, la France a besoin qu'on rappelle cette amitié-là. Et rappelez-vous, ça je ne sais pas si vous le saviez, mais que Napoléon III, avant de mourir, avant sa chute, voulait accorder le droit de vote aux femmes et voulait abolir la peine de mort. C'est tout de même incroyable. On ne peut pas faire mieux comme bilan, c'est totalement ahurissant. Et comme le rappelait Christian Estrosi dans sa très belle lettre d'introduction à ces journées impériales, cette mémoire de Napoléon III va être abominablement sali par Victor Hugo, qui, s'il avait eu un début de commencement d'honnêteté intellectuelle, aurait reconnu que même ses rêves socialistes les plus fous ont été atteints, réalisés et dépassés par Napoléon III. Donc l'auteur des Misérables, qui est en tout point indépassable, et d'une immense mauvaise foi vis-à-vis de Napoléon III. L'auteur, vous savez, des Derniers jours d'un condamné, Napoléon III voulait abolir la peine de mort. Il va falloir attendre Badinter et Mitterrand pour que ça se réalise, mais Napoléon III le voulait. Donc c'est ce ressentiment de Victor Hugo qui va être très instrumentalisé par la Troisième République, qui va faire que Napoléon III garde dans l'inconscient collectif, beaucoup moins maintenant, mais il a gardé pendant longtemps une image un petit peu, voilà, Sedan, la perte de l'Alsace-Lorraine, la fête impériale, pourtant aussi bien décrite par Xavier Mauduit, que vous allez entendre cet après-midi, qui représentait ce qu'était la France du Second Empire. C'était, enfin, je préfère dire Deuxième Empire, comme vous le savez, c'est-à-dire la France de la prospérité, la France de la réussite. C'est cette France qui appliqua concrètement la politique saint-simonienne, cette politique saint-simonienne qui est très particulièrement adaptée à notre pays, extrêmement singulier. Et comment est-ce que Napoléon III le résume? Et cette phrase, pour moi, résume tout objectif politique de tout pays correctement constitué: la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. Ça fait quand même écho. Là, encore d'autres termes, il faut maintenir l'équité et l'équilibre entre les très très riches, qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Vous voyez très bien à qui je veux faire référence. En France, on en a quelques-uns, on a de la chance pour ça, on a énormément d'oligarques, mais il faut également que ce soit en équilibre avec la classe moyenne, avec les plus pauvres et avec les plus démunis. Sinon, on en arrive à une situation absolument
éruptive. Et donc, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui? Et ça, c'est Gaël Nofri, le conseiller municipal Gaël Nofri, qui dans son ouvrage sur Napoléon III le rappelle très bien. On appelle ça le gaullisme social, parce qu'en fait, les liens entre Napoléon III et De Gaulle sont absolument évidents. Les points communs sont évidents. C'est la volonté de grandeur pour la France, une indépendance totale dans les décisions régaliennes. C'est une approche souverainiste. Souverainiste ne veut pas dire autarcique, refermée sur elle-même. Souverainiste, c'est le respect de l'ordre sur tout le territoire. Ça, je sais que dans les journées que nous connaissons en ce moment, ça a un écho particulier. C'est évidemment le contact direct avec la France et les Français via ce qu'on appelait le plébiscite sous le Deuxième Empire, ce qu'on a appelé jusqu'à il n'y a pas si longtemps le référendum en France, le dernier ayant eu lieu en 2005. Vous vous rappelez tous avec beaucoup d'émotion comme il a été respecté, et depuis, plus un seul plébiscite en France, plus un seul référendum en France, alors que c'est tout de même la Ve République du général de Gaulle qui ramène le plébiscite, donc le référendum, la protection du peuple face à la bourgeoisie et ses tentations d'exploitation, c'est ce fameux saint-sominisme, la conception d'une société qui implique la constitution d'une élite fondée sur la méritocratie et sur le service de l'État, et pas le service d'une clique. C'est exactement ce que va faire Napoléon III, c'est ce qu'avait fait Napoléon Ier, c'est ce que fera le général de Gaulle. Donc il y a un lien absolument évident, c'est bien sûr le volet social que vous connaissez pour Napoléon III et pour de Gaulle, puisque la sécurité sociale est inventée par Napoléon III, elle est reprise par le Conseil national de la Résistance grâce à de Gaulle. Ça va être pareil, vous savez, la journée de repos hebdomadaire, c'est Napoléon III, le droit à grève, c'est Napoléon III, l'école publique obligatoire et gratuite pour les enfants, c'est Napoléon III. Donc tout ça est absolument hallucinant, et bien sûr la République aura l'intelligence de le reprendre. Et Pierre Rosanvallon, qu'on ne peut pas taxer d'être un bonapartiste hystérique, le politologue Pierre Rosanvallon disait lui-même: le gaullisme est un bonapartisme rénové. Donc effectivement, Gaël Nofri a bien raison, le général de Gaulle est tout à fait l'héritier de Napoléon III. Alors dans les temps particulièrement troublés que traverse notre monde en général, puisque entre le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, les massacres au Karabakh, quand on tue les Arméniens à coups de milliers par jour, la guerre au Yémen, tous les conflits en Afrique, qu'on a une petite tendance à oublier aussi, les tensions dans l'Indo-Pacifique, bien sûr, l'Iran qui s'arme de la bombe nucléaire, le Pakistan et l'Inde qui sont en train de se monter, dans la situation très éruptive dans laquelle est notre pays. Donc non seulement le contexte international est plus que préoccupant, mais en plus il a immédiatement un impact sur notre paix sociale quotidienne, avec l'exécution, le meurtre odieux du professeur Dominique Bernard, l'explosion de délinquance accompagnée régulièrement d'actes de torture et barbarie dans tout le pays. Rappelez-vous le meurtre de la petite Lola dont nous fêtons la première année. Rappelez-vous le viol atroce de Cherbourg, les multiples alertes à la bombe et l'épidémie d'atteinte à la laïcité et à l'universalisme qui sont la marque de notre République française, qui n'arrête dans ce contexte. Merci beaucoup à la mairie de Nice, puisque la mairie de Nice organise des journées impériales. Et ces journées impériales vont nous permettre de nous rappeler cette époque formidable. Vous allez passer une après-midi au cœur du Deuxième Empire, cet empire ce moment où la France était prospère, sûre d'elle-même, où elle était l'étalon de la gloire, la mesure de la grandeur. C'était la France. C'était la France de Napoléon Ier, la France de Napoléon III. Ça a été la France du général de Gaulle. Cette France qui, malgré le désastre de 1870, se releva pour redevenir le phare de l'émancipation, et qui, malgré le désastre de 1940, se releva encore. Et c'est pour moi la grande leçon de notre histoire. La France, même très très gravement blessée, se relève. Alors maintenant que je vous ai donné la conclusion de ces journées, donc que Napoléon III est de très loin le meilleur chef d'État que l'Europe ait connu, je propose à nos experts et à nos historiens un nouvel objectif. Peut-on s'inspirer de notre flamboyant Deuxième Empire pour en tirer des leçons afin de relever la France de 2023 ? Emmanuel Chapeau-Chantrane, messieurs les historiens, vous avez 5 heures. Vive la République, vive la France, vive l'empereur, vive la ville de Nice.